Et avec nous, Elisabeth Borne, Madame la Première ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je propose de regarder la une du journal Le Monde. Elle est historique et le mot n'est pas exagéré. La suspension, le débat sur la suspension de la réforme des retraites, cette réforme que vous avez incarnée, que vous avez réussi à faire passer dans la douleur. Première réaction, est-ce que c'est une douleur pour vous que tout ça soit remis sur le métier ? Naturellement, ça ne me fait pas plaisir parce que je n'ai pas porté cette réforme par dogmatisme. J'ai porté cette réforme parce qu'on a besoin d'assurer l'équilibre de notre système de retraite par répartition. Et comme vous vous en souvenez, le président Emmanuel Macron ou le candidat Emmanuel Macron avait porté en 2017 une autre réforme, un système universel, et c'est ce qu'évoque Gabriel Attal, dans lequel chaque euro cotisé donne les mêmes droits. Bon, il se trouve qu'on a essayé dans le premier quinquennat. Évidemment, ça a été interrompu par la crise Covid, mais ça a aussi été interrompu parce qu'on était face à des impasses qu'on n'a pas réussi à surmonter. Et donc, Emmanuel Macron a fait campagne sur une autre réforme, celle que j'ai menée à bien. Et dans la douleur, ça a été un combat. Il faut rappeler, vous avez été courageuse dans des réformes qui étaient difficiles. La réforme de la SNCF, les marchés du monde entier vous ont admiré. On a admiré la France en disant « Ah, ils y arrivent ». Cette fois-ci, c'est passé, mais c'est passé dans la douleur. Et d'ailleurs, beaucoup vous le reprochent encore. Madame 49.3, réécoutons ce moment où vous affrontez l'Assemblée sur le sujet. Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Alors, le moment est incroyable, l'archive est incroyable. En soi, que répondre à ceux qui vous disent, voilà, à l'époque, vous disiez aux oppositions, vous êtes des démagogues, vous êtes des populistes, et en quelque sorte, le compliment vous revient. Non, enfin, moi, je pense que cette réforme est nécessaire. Ensuite, on est dans une situation différente de celle qui prévalait en 2023. Depuis, ça n'est plus la même Assemblée nationale. Il se trouve que dans cette nouvelle Assemblée nationale issue des élections de 2024, il y a une majorité de députés qui est contre la réforme des retraites. C'est une situation. Pourquoi ne pas retourner devant le peuple ? Vous savez bien, beaucoup de gens vous disent, mais alors à ce compte-là, si vraiment c'est une crise si importante sur une réforme si nécessaire, si c'est si nécessaire, pourquoi ne pas retourner devant le peuple ? Enfin, je pense que les hypothèses de dissolution dans lesquelles on court le risque d'avoir une assemblée aussi compliquée que celle qu'on a aujourd'hui, voire pire. Le peuple est juge. Oui, mais enfin, je pense que, vous voyez, si les Français, est-ce qu'ils ont envie qu'on retourne, qu'on leur demande de revoter au motif qu'on ne serait pas satisfait de la composition de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a un budget à adopter. Madame Borne. Je pense que chacun est conscient aussi de la nécessité d'avoir un budget. On ne va pas faire Noël là-dessus, mais vous savez bien, le reproche qui est derrière ça, c'est de dire, alors qu'il y avait des manifestations, vous avez tenu bon alors qu'on vous insultait, et au moment où il faut sauver le pouvoir et prolonger le pouvoir, à ce moment-là, vous êtes prêt à lâcher tant de choses aux socialistes, un peu par opportunisme. C'est pas du tout sauver le pouvoir. Et vous aurez noté que moi, je ne suis pas resté au sein du gouvernement. Donc il ne s'agit pas du tout de sauver le pouvoir. Il s'agit d'éviter une crise institutionnelle. Moi, quand j'ai pris la parole pour dire qu'il fallait examiner les modalités et les conséquences d'une suspension de la réforme des retraites. Je rappelle qu'un gouvernement, le premier gouvernement de Sébastien Lecornu, était tombé moins de 24 heures après sa nomination. Je rappelle qu'il y avait des appels à la dissolution, voire à la démission du président de la République. Donc c'est ça qui est en cause. Est-ce qu'on veut assurer la stabilité de notre pays ? Et ensuite, il est clair que la condition de la stabilité, c'est que certains acceptent de ne pas censurer dès le départ le gouvernement. Madame la Première ministre, c'est l'heure de certains règlements de compte. Bruno Le Maire vous cherche, il n'y a pas d'autre mot. Il vous attaque, là, c'est tous azimuts. Ça vous fait sourire, mais là, c'est une vraie... Écoutez, la première attaque qui porte contre vous, puisqu'il y a un côté règlement de compte, évidemment, devant la situation dramatique des comptes de la France. Et il commence par vous attaquer d'abord sur la question des milliards accordés aux fonctionnaires, en vous prenant personnellement à partie, en disant vous êtes en partie responsable de cette situation. Écoutez-le, il répondait à François Langlais.
Tu te réveilles le matin après avoir trouvé tes 100 millions d'euros d'économie, tu allumes ta radio, ou tu regardes le podcast de François Langlais, ou tu regardes le 20h de TF1, tu apprends que le point d'indice des fonctionnaires a été revalorisé de 3,5 points par la première ministre de l'époque, pour laquelle j'ai amitié et respect, Elisabeth Borne, qui ne t'a pas averti. C'était la campagne. C'est 8 milliards d'euros de dépenses par an supplémentaires. Amitié et respect, dit-il, mais enfin, il attaque quand même. Réponse. Oui, enfin, je pense que manifestement, Bruno Le Maire mélange un peu les calendriers. Il y a eu une revalorisation de 3,5 points du point d'indice en 2022, à un moment où je rappelle qu'on était en pleine crise inflationniste. Et il était parfaitement au courant. Il y a eu une deuxième revalorisation de 1,5 point en 2023. Au global, ça veut dire que le point a été revalorisé d'à peu près 5%, pendant que l'inflation était de 10%. Bien évidemment, il y avait des échanges. Mais vous savez, moi, je lui ai envoyé un message à Bruno pour lui dire que on est tous un peu stupéfaits de l'état des finances publiques. Et on sait tous que ce qui est à l'origine de cet état des finances publiques, c'est un trou dans les recettes. 42 milliards. C'est un trou dans les recettes en 2023 et en 2024. Et bien évidemment, les dépenses sur la revalorisation des fonctionnaires, donc je le dis, 5% pendant que l'inflation est à 10% sur les 2 ans, si les recettes qui avaient été prévues par Bercy avaient été au rendez-vous, alors on aurait tenu nos objectifs de déficit public de 5%. Comment, madame ? Comment est-ce que vous expliquez ça ? Ça paraît tellement incroyable. C'est-à-dire que Bercy se trompe de 42 milliards. Parce que c'est ça, je crois, l'ampleur de la somme. C'est 20 milliards, me semble-t-il, en 2023 et plus de 40 en 2024. Ça paraît tellement incroyable. Quand on va à Bercy, il y a cette armée de gens très brillants qui ont fait toutes sortes de grandes écoles et on se dit, c'est pas possible qu'une structure comme ça se trompe de 42 milliards. Enfin, moi, je n'ai pas été ministre de l'économie. Et quand Bruno Le Maire dit « je ne sais pas vous l'expliquer », moi non plus. Ouais. Voilà. C'est quand même très embêtant. Et simplement, voilà, ne cherchons pas des explications ailleurs. On a présenté des projets de loi de finances dans lesquels le déficit était tenu si les recettes annoncées par Bercy avaient été conformes. Elisabeth en Borne. 23 et en 24. Vous parliez du calendrier. Et vous savez, moi, je n'ai pas de leçon à recevoir sur la maîtrise des dépenses publiques et la tenue de notre déficit public. Il se trouve que moi, j'ai porté des réformes, vous l'avez rappelé, des réformes difficiles. 3 réformes de l'assurance chômage, la réforme qui demande aux bénéficiaires du RSA de d'avoir 15 à 20 heures d'activité par semaine, la réforme des retraites, ça fait 30 milliards d'euros d'économies à horizon 2030. Et par ailleurs, en tant que Première ministre, on avait lancé des revues des dépenses. Je peux vous assurer que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'ai été chef d'entreprise et je tiens les dépenses et j'ai tenu les dépenses. Donc je pense que ça ne sert à rien de se renvoyer la balle. Si personne ne comprend pourquoi on a ce trou dans les recettes, c'est pas moi qui vais pouvoir vous l'expliquer. Mais donc il y a un problème de recettes et il faut maintenant arriver à retrouver une trajectoire crédible pour nos finances publiques. Vous parliez du calendrier, c'est très important parce que Bruno Le Maire, encore lui, décidément, là, il vous prend notamment à partie aussi, vous n'êtes pas la seule, c'est vous, le président de la République, sur cette note d'avril 2024 qu'il a envoyée. On est donc juste avant les européennes et Bruno Le Maire dit « j'ai sonné l'alarme et on n'a pas réagi ». Il est sympathique, Bruno, mais je pense qu'il peut se rappeler que moi, j'ai quitté Matignon le 8 janvier 2024. Donc, je n'étais plus Première ministre. J'avais un successeur, Gabriel Attal. Pourquoi vous cite-t-il ? Je ne sais pas, il faut lui demander. Je ne sais pas. Vous avez une idée quand même ? Non, mais je pense que, écoutez, c'est à lui de s'expliquer. Je crois qu'il doit manifestement se mélanger dans le calendrier, mais les faits sont là. En avril 2024, je n'étais plus Première ministre. Comment expliquez-vous ça ? Parce que, c'est pas simplement une affaire de personnes ou de petites polémiques du jour, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme les comptes de la 7e puissance économique du monde. Il vous écrit, n'est-ce pas, en décembre. En décembre, il vous fait une note en disant il y a un grand problème, il y a un grand problème de recettes. C'est bien ça ? Alors moi, il m'a adressé... Décembre 2023. Il m'a adressé le 13 décembre 2023 une note m'alertant sur le risque de ne pas tenir les recettes 2023. Comme il n'a pas jugé utile de m'appeler ou qu'il ne m'a pas transmis la note par messagerie, comme on le fait habituellement quand on a quelque chose d'urgent à dire au Premier ou à la Première ministre, j'ai pris connaissance de cette note le 15 décembre. Le 15 décembre, c'était la veille
du 49.3 sur la nouvelle lecture du projet de loi de finances. Vous ne changez pas. En l'occurrence, ce n'était pas des propositions de modification. Pourquoi procède-t-il comme ça, d'après vous? Pourquoi procède-t-il comme ça? Ça vous paraît anormal, visiblement? Non, mais je pense que sans doute il était inquiet à ce moment-là sur les recettes. Je note qu'on venait de voter quelques jours plus tôt un projet de loi de fin de gestion. Vous savez, c'est là où on peut ajuster les recettes ou annuler certaines dépenses, et que dans ce projet de loi de fin de gestion, il n'a pas été jugé nécessaire par Bercy de modifier les hypothèses de recettes. Donc voilà, je pense qu'il a livré son inquiétude sans juger nécessaire de m'appeler. C'est étrange. Oui, c'est un peu surprenant. Et donc, du coup, vous savez, quand vous avez dans votre courrier une note qui vous dit il faudrait, le cas échéant, faire des modifications. En plus, dans les modifications qui sont proposées, naturellement, il y avait des taxes sur l'électricité et le gaz qui étaient dans le projet de loi de finances. Et l'essentiel de ces recommandations ou de ces préconisations portaient sur l'année 2024. Là encore, il se trouve que je n'étais plus Première ministre en 2024. Madame la Première ministre, vous savez bien, quand on s'écrit au sommet de l'État, c'est pas par gentillesse. Oui, Est-ce que il s'agit de tracer. C'était pour avoir une trace? Oui, mais voilà. Mais honnêtement, moi je comprends, vous voyez, que Bruno ait pu être très blessé par le lynchage médiatique dont il a fait l'objet. Je lui ai écrit que je pense que ça ne justifie pas de vouloir faire porter la responsabilité à d'autres, et en l'occurrence à d'autres qui n'étaient plus aux responsabilités. Madame la Première ministre, est-ce que ça donne du crédit, disons les choses, aux oppositions, notamment au RN, qui a beau jeu maintenant de dire, au fond, regardez, les macronistes, ils nous ont tellement accusés d'être irresponsables, etc., mais les comptes, on se trompe de 40 milliards. La réforme des retraites, on nous dit un jour que c'est nécessaire, et puis le lendemain, pour finir, on est prêt à surseoir un peu. Que répondre à cette objection? Non, mais je pense que, effectivement, ce dérapage des finances publiques en 2023 et a fortiori en 2024 est une situation très préoccupante pour notre pays. Et je pense que c'est pour ça aussi que François Bayrou a proposé un plan ambitieux, que Sébastien Lecornu essaye de tenir les déficits. Naturellement, il faut absolument rétablir la situation des finances publiques. La force sondagière, en tout cas, on verra ce que ça donne dans les urnes, mais de Jordan Bardella en particulier. Ce sont les derniers sondages, on les a beaucoup commentés ce dimanche, quand on voit la puissance de ce candidat-là potentiel. La question est posée, c'est: seriez-vous satisfait si un tel, une telle était président de la République? Jordan Bardella à 37%, et c'est très intéressant parce que le pourcentage de résultats négatifs a aussi beaucoup baissé. Vous avez été très critique sur le RN. Est-ce que pour vous, Jordan Bardella fait partie de l'arc républicain? Non, clairement non. Moi, je n'ai pas changé de position sur ce sujet. Il ne fait pas partie de l'arc républicain. En même temps, je pense que c'est un débat qui passionne pas forcément les Français. En tout cas, moi, je ferai tout pour que le Rassemblement national et les extrêmes en général n'arrivent pas au pouvoir. Ça veut dire, pardon madame, même lui, n'est-ce pas? Parce que certains font la différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Pour vous, Jordan Bardella, ça ne change rien. Il n'est pas dans l'arc républicain, lui non plus. C'est bien ça? Je vous assure, je pense que ce débat, moi, sur les marchés, c'est quand même, il s'agit de la gouvernement de la France. Voilà, oui, en tout cas, pour moi, ça serait une catastrophe pour le pays que le Rassemblement national arrive au pouvoir, et je ferai tout ce qui est en mon possible pour que ce ne soit pas le cas. Et ça passe d'abord par la structuration de notre famille politique, du centre, pour qu'on arrive unis à cette échéance en 2027. Parlons-en, parce que pour l'instant, c'est pas l'unité, disons, c'est pas franchement, embrassons-nous Folleville. Quand on voit les déclarations, vous êtes aujourd'hui la numéro 2, n'est-ce pas, du parti présidentiel. Gabriel Attal est numéro 1. Cette déclaration sur TF1 où il dit « Je ne comprends plus les décisions du président de la République ». Oui, moi j'ai eu l'occasion de le dire. Je pense que quoi qu'on pense, on ne doit pas attaquer ni la fonction présidentielle, ni son titulaire. La fonction présidentielle qui est la clé de voûte de nos institutions, ni son titulaire qui est élu au suffrage universel. Et donc voilà. Mais là, c'est plus que ça. Pardon, c'est le parti présidentiel. Si le principal dirigeant du parti présidentiel critique le président, vraiment, il ne reste pas grand-chose. Oui, non, mais je pense que ça n'est pas comme ça qu'on va convaincre les Français. Je pense qu'il faut se souvenir d'où on vient, que c'est sans doute une bonne chose pour savoir où on veut aller, et qu'on doit, dans notre famille, se préoccuper de structurer
la famille pour laquelle moi je me suis engagée, vous savez, j'avais une vie avant la politique, j'ai été préfète de région, j'ai été chef d'entreprise, et je me suis engagée parce que je crois à ce qu'a proposé Emmanuel Macron en 2017 et à ce rassemblement du centre-gauche au centre-droit. Et donc je souhaite que cette force politique puisse continuer à exister, être incarnée et puisse remporter la prochaine présidentielle. À ce stade, est-ce qu'il y a une candidature naturelle de ce grand ensemble dont vous êtes un des piliers, effectivement, centre-gauche, centre-droit, quel que soit le nom qu'il aura à la fin, est-ce qu'on dit macroniste, peu importe, mais cet espace-là, est-ce qu'il y a une candidature naturelle ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est rentré trop tôt dans la campagne ou la pré-campagne présidentielle, qu'on doit se préoccuper de structurer cette famille politique, on doit se préoccuper de savoir comment on se présentera unis devant les électeurs. Est-ce que vous y pensez vous-même ? Enfin, franchement, dans l'avalanche de candidats en tous sens, je ne vais certainement pas vous faire une déclaration de candidature. À la présidentielle, il n'y a pas tellement que ça de candidatures définitives, disons. Enfin, voilà, je pense qu'on peut faire des listes à n'en plus finir. Je pense que le sujet, c'est d'abord de se poser la question de l'espace politique qu'on veut occuper. Vous voyez, certains disent centre-droit à droite. Non, moi je dis centre-gauche à centre-droit. C'est-à-dire de camp à camp, de où à où, pardon. Il y a évidemment la formule est devenue célèbre de Wauquiez, il l'a dit d'ailleurs sur ce plateau, Elisabeth Martichoux. Oui, de Darmanin à Sarah Knafo, non, voilà. c'est pas ma vision. Ça, on croit comprendre. Je ne pense pas que ce soit ça. Pour vous, c'est de qui à qui alors ? Non, moi je ne vais pas vous donner des noms, je vous dis c'est centre-gauche, enfin... Rappelons-nous, en fait, Emmanuel Macron, moi j'ai rejoint un gouvernement, et je vous dis, j'étais chef d'entreprise, et ça allait très bien, merci, dans lequel il y avait des personnalités qui venaient de la gauche modérée, d'autres de la droite modérée, du centre, d'autres qui n'avaient pas d'engagement politique. Et c'est cet espace politique-là que je souhaite voir perdurer et remporter la présidentielle en 2027. Madame la Première ministre, quand on a été Premier ministre, je recommande votre lettre de démission. Elle est sur Internet, c'est un bijou parce que les Premiers ministres, ils sont tous un peu forcés de démissionner. C'est jamais évidemment par plaisir. Et c'est vraiment un bijou, un peu de vacherie, pas trop. Vous dites, voilà, il me faut démissionner, etc., etc. Vous soulignez, vous dites à quel point vous insistez sur l'importance de la réforme des retraites. Vous faites même allusion à votre dernier entretien. Vous dites, ainsi que nous en sommes convenus lors de dernier entretien, il est plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes. On voit la distance qu'il y a en cette époque-là et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron ? Enfin, moi, je le redis, je ne formulerai jamais aucune critique sur le président de la République. Vous lui restez reconnaissante ? Bien sûr que je lui suis reconnaissante. Voilà, je pense que la situation du pays, elle est compliquée par la dissolution qui est intervenue en 2024 et qu'en effet, c'est plus compliqué que jamais de mener des réformes dans notre pays. Donc, on doit trouver la façon de faire voter un budget, c'est la priorité du moment, et ensuite pouvoir mener tout ce qui ne nécessite pas des grands débats législatifs. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a des tas de choses qui sont possibles et il faut effectivement que le pays continue à avancer dans les mois à venir jusqu'à l'élection présidentielle. Deux questions encore, si vous permettez. La question de la femme, Marine Le Pen, elle est l'une des rares femmes dans ce classement. Tout à l'heure, au maquillage, on évoquait le temps lointain où Ségolène Royal avait fait un événement. Ségolène Royal, vous vous rappelez, en janvier de la campagne présidentielle, beaucoup se disaient, c'est fait, voilà, ce sera elle. Voilà. Est-ce que cette fois-ci, ce serait important qu'il y ait une femme, pas seulement Marine Le Pen, le cas échéant, dans la compétition ? Vous savez, moi, quand j'ai été nommée Première ministre, j'ai dédié ma nomination aux petites filles en leur disant d'aller au bout de leurs rêves. Et je pense que les femmes ne doivent évidemment s'interdire aucune fonction. Oui, une femme présidente en France, ce sera quand ? Je ne sais pas, c'est les électeurs qui en décideront. Et puis un dernier mot, madame, c'est évidemment les cérémonies du 11 novembre. Vous avez une histoire personnelle qui est très marquante parmi les plus hauts responsables de la Ve République. Vous êtes fille d'un déporté qui avait été dans les camps de concentration, qui était apatride, n'est-ce pas ? Oui. Naturalisé. Je sais combien ça compte. Souvent, les anciens apatrides naturalisés, pour eux, ce genre de cérémonies sont encore plus fortes. Bien sûr, c'est un moment, et je pense que c'est très précieux dans le contexte actuel, où on exprime notre appartenance à la nation et c'est un moment de cohésion nationale et je pense que c'est vraiment fondamental. Et vous voyez, ce matin, moi j'étais aux cérémonies dans le Calvados et je voyais des jeunes qui étaient présents dans ces cérémonies. Je trouve que c'est bien qu'on ait des jeunes qui s'intéressent à notre histoire, qui se rappellent que
des femmes et des hommes, surtout en l'occurrence à l'époque, se sont battus pour défendre nos libertés et que ce beau pays qu'est la France, on doit tout faire pour le défendre. Je me rappelle Hélène Carré-Dancos, qui était apatride, qui disait « J'ai pas une goutte de sang gaulois, mais même les formules « nos ancêtres les Gaulois », je l'assume pleinement. » Bien sûr, et vous savez, moi en tant que préfète, j'étais très émue quand j'ai remis mon premier décret de naturalisation. Je me suis dit qu'on est dans un pays formidable où on peut être fille d'un apatride d'origine russe et se retrouver préfète. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagée en politique, parce que moi je dois tout à mon pays et je souhaite lui rendre un peu de ce qu'il m'a donné. Voilà.